juste après l'indépendance, grâce à un système de santé qui a été vraiment qui a pris en considération tous les maillons d'un système de santé qui ne se focalise pas sur un système de soins. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement. On a oublié tous les maillons d'un système de soins. On s'est focalisé sur l'hôpital, le scanner et la blouse blanche. C'est une erreur énorme. Donc pourquoi dans les années 80 on a commencé à avoir des problèmes et c'était encore pas beaucoup de problèmes. Parmi les causes, c'était la pharmacoéconomie. Donc ces outils tels que l'imagerie médicale ou les automates pour les analyses nécessitent par exemple pour les automates des kits de produits, des machines qu'on doit importer. Donc la machine a pris beaucoup de place dans la pratique médicale et la machine a un coût et malheureusement on n'a pas commencé à créer des spécialités ou des spécialistes pour développer ce type de machines. Vous n'avez pas de travaux de recherche qui permettra donc d'entamer cette période de médecine stratifiée. Après cette période des années 80, donc les chercheurs scientifiques, ils ont commencé, et qu'ils étaient toujours en avance, ils ont commencé à travailler sur l'industrialisation des médicaments. Et on a passé d'un scénario d'un désert où vraiment, lorsqu'on sort de chez les médecins avec une ordonnance, il y avait un ou deux produits. Dans les antibiotiques, on n'avait pas beaucoup d'antibiotiques, la plupart c'était des dérivés des pénicillines, par exemple. Donc on a passé à un scénario des forêts où il y avait beaucoup de choix. Et beaucoup de choix aussi veut dire que le médecin, le professionnel de santé a été soumis à un autre test qu'il a répété de l'époque de stratification à l'époque empirique aussi, car le choix n'était pas possible, il y avait toujours une partie des tâtonnements dans le choix. Donc je vous donne l'exemple des médicaments qui ont apparu dans les années 2000 par exemple, où il y avait ce passage d'une médecine stratifiée à une médecine plutôt ciblée. Pourquoi ciblée? Car on a commencé, comme je l'ai mentionné, à cibler des mutations qui existaient dans les génomes, donc, et identifier la maladie non pas comme un dysfonctionnement d'organes, mais la maladie comme une aberration des voies de signalisation. Donc les choix des médicaments le choix des médicaments n'était pas facile car il y avait des médicaments qui ciblent le même target et qui ont deux profils différents mais qui ont le même mécanisme d'action et le choix est devenu difficile pour le médecin, surtout notre formation de la médecine en Tunisie ou notre formation de professionnels de santé en général forme des praticiens et non pas des chercheurs malheureusement et du coup on a trouvé des difficultés et le professionnel de santé doit être assisté par un outil qui permettra le bon choix des médicaments pour les patients. Je donne un titre d'exemple, par exemple l'apparition dans les années 2000 des inhibiteurs de tyrosine kinase qui a fait que le monde a évolué. Cette fois-ci, ce n'était pas une simple évolution, mais c'était une révolution d'une médecine stratifiée à une médecine ciblée, a fait qu'il y avait plusieurs choix de la même classe thérapeutique, de la même mécanisme d'action. Je cite l'imatinib, qui est le traitement historique, l'évêque non commercial, donc de la part des laboratoires Novartis, qui a été le traitement historique qui a positionné le monde, qui a positionné la santé mondiale au niveau des thérapies ciblées, donc au niveau de la médecine ciblée. Il y avait plusieurs choix, il y avait l'imatinib, l'otinib, l'azatinib. Tous ces médicaments sont indiqués dans la leucémie myéloïde chronique et grâce à ces médicaments, le patient ne va pas avoir une espérance de vie courte avec une maladie deadly disease, avec une maladie aussi grave que la leucémie myéloïde chronique et le patient continue à vivre toute leur vie sans aucun problème avec juste la prise de leur médication. Par contre, tous ces développements avaient un coût. Et du coup, encore une fois, si les perturbations des années 80 n'ont pas trop impacté notre pharmacoéconomie, notre système de santé, dans les années 2000, on a commencé à avoir beaucoup de difficultés, car le coût de ces médicaments dits ciblés, et cette médecine ciblée, était très élevé pour notre système de santé. Et on ne pourra pas continuer à financer tout le monde et on a commencé à avoir des problèmes malheureusement pour l'accès à cette innovation. D'autres choses aussi, les laboratoires pharmaceutiques, vu qu'il y a un coût de développement qui est énorme, que l'humain a été encore en train de développer avec des procédures de développement classiques et anciennes,
qui remonte j'avais une slide où j'ai parlé de la première, pour le mettre, de la première essai thérapeutique, essai clinique dans le monde. Ça remonte au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'était à Babylone avant. Et l'être humain a continué avec la même approche. Et c'est pour cela qu'il y avait une nécessité à d'autres outils tels que l'intelligence artificielle qui peuvent non pas que aider les médecins dans le choix de ces médicaments, mais aussi d'échanger la façon avec laquelle on développe les médicaments. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, vu qu'ils développent avec une façon classique dans les années 2000, il y avait un coût pour les développements qui a été très élevé. Et les développements prenaient entre 7 et 10 ans pour mettre sur le marché un médicament avec un criblage, un taux de réussite de criblage, c'est-à-dire choisir la molécule qui pourra devenir un jour un médicament qui ne dépasse pas 1 sur 1000. Donc, et tout ça, c'était fait que par l'humain tout seul, donc il avait besoin aussi d'un outil qui va cribler les médicaments et qui va accompagner, sélectionner les molécules qui peuvent être médicaments, mais aussi les accompagner avec un processus beaucoup plus rapide que préclinique, phase 1, phase 2, phase 3 de développement, aller beaucoup plus vite pour minimiser les coûts de développement, dans la possibilité et l'idée de donner l'accès à plusieurs patients de l'innovation et penser à l'accès, point de vue pharmaco-économique, et aux pays qui ont des difficultés économiques ou les pays qui sont en voie de développement, qui ne peuvent pas peut-être financer le développement. Dans l'histoire, il n'y avait pas encore l'endorsement de l'utilisation de l'outil intelligence artificielle, malgré que vous savez que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été testé en interne chez les laboratoires et surtout laboratoires scientifiques et pharmaceutiques depuis longtemps, et les premières bases de données, les premiers clouds de machine learning qui existent aujourd'hui dans le grand laboratoire pharmaceutique remontent à l'Oracle, l'époque de l'utilisation de l'Oracle dans les années 90. Donc, mais il y avait toujours le problème, et c'était mentionné par le président lors de son mot, le problème de réglementer cette utilisation, car cette utilisation, elle est très utile, mais elle pourra être très dangereuse. Car un modèle, même s'il est performant, il ne pourra pas prendre en considération toutes les spécificités de l'être humain. Donc un modèle d'intelligence artificielle qu'on applique chez un patient, par exemple, pour choisir le traitement, ça pourra être un modèle qui pourra être valide sur une population, mais on pourra trouver des cas particuliers, des patients particuliers, où ce modèle ne pourra pas être efficace, et c'est pour cela que je reviens toujours à ce que je suis en train de dire. L'intelligence artificielle, c'est un outil performant. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle remplacera la pratique médicale sans intelligence artificielle. J'étais dans une conférence à Boston, ça remonte à 3 semaines en arrière, où il y avait une conférence sur la radiologie médicale, et on avait parlé on doit faire évoluer la formation de la radiologie médicale, vu que le radiologue d'aujourd'hui ne pourra pas continuer à être photographe tant que l'intelligence artificielle est en train de lire l'image. Et la décision a été prise, le résumé de ce congrès, c'était que l'intelligence artificielle, elle va remplacer le radiologue qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, et peut-être l'intelligence artificielle va imposer un changement dans le métier du radiologue de demain. Donc le radiologue ne va pas, il sera un développeur d'outils, et il sera un prédicteur de tous les outils qui peuvent aller faire des lectures d'une façon beaucoup plus performante, y compris l'intelligence artificielle. Donc je reviens à mon histoire de l'évolution de cette médecine. On est arrivé au stade de la médecine stratifiée dans les années 2000. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de retards et beaucoup de gaps. Il y avait un gap entre tout ce qui est sciences fondamentales et pratique médicale. Donc les sciences fondamentales, par exemple, on était en train de dire que l'histoire a été marquée par Glenn et Matinique dans la décennie myéloïde chronique. L'identification de la physiopathologie de cette maladie a été faite depuis les années 40, même avant, depuis 1845. On a la première définition de la leucémie myéloïde chronique et la première description de la physiopathologie exactement comme on les connaît aujourd'hui. Aussi, en biologie fondamentale, on a
commencé à connaître la phosphorylation des protéines depuis les années 1940. Et pour arriver à la fin qu'aux années 2000. Donc, la physiopathologie était claire. Les sciences fondamentales à propos de la fabrication d'une protéine phosphorylée qui pourra s'attaquer à cette mutation qui existe dans les génomes des patients qui ont la leucémie chronique a été identifiée depuis 1940. Par contre, le manque d'outils performants, la lourdeur d'un process très ancien de développement des médicaments a fait qu'on n'arrive pas à avoir ces médicaments jusqu'à les années 2000. Donc, et là, c'était une vraie révolution. Ce que vous connaissez, et malheureusement, ce qui est encore donné à nos étudiants de pharmacie, de médecine et de biologie, cette façon classique de développement des médicaments qui a été très caustique, très cher dans le process, n'est plus appliqué. Et les autorités, ou les agences des médicaments, les autorités de santé, ils ont commencé à penser à d'autres modèles, et à d'autres modèles innovatifs, car ces modèles anciens ne pourront pas continuer si on veut financer de l'innovation, et surtout si on ne veut pas rester sous la laisse des laboratoires pharmaceutiques qui vont créer un médicament, qui vont dépenser beaucoup d'argent, et ils vont penser, malheureusement, à un retour sur l'investissement, vu qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, vu qu'ils dépensent beaucoup d'argent, et sur 100 000 molécules identifiées, ils peuvent ramener qu'un seul médicament. Donc dans ces cas-là, les médicaments, ils étaient très chers. Et ils peuvent aussi avoir d'autres approches. Vous savez que malheureusement, c'est la formation médicale aujourd'hui sous la laisse des laboratoires pharmaceutiques. Et même, donc, vous savez que le médecin, c'est un simple... il exécute des protocoles qui sont décidés par les laboratoires pharmaceutiques, et le médecin, c'est un expert de connaissage des médicaments, mais il ne connaît rien sur leur mécanisme d'action et leur façon de développement. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, pour remédier à ces problèmes de finances élevées ou d'innovation élevée, ils étaient en train de créer des critères de variation de réponse suivis par la communauté médicale, malheureusement, et les groupes opérateurs, sont intérêts directs pour le patient. C'est-à-dire que ça arrive de créer même des maladies. Ce n'est pas inventer une maladie, mais ça veut dire que, voilà, on a un taux de cholestérol élevé, donc il y a une maladie, on doit traiter. Et ce n'était pas toujours scientifiquement valide. Mais la manque de la formation scientifique de médecins de l'époque a fait qu'il y avait ce type d'aberration. Donc, les agences de médicaments et les autorités de santé, à leur tête, l'FDA, et heureusement qu'on a un organisme comme l'FDA qui existe aujourd'hui au monde. Il faut savoir que l'FDA, c'est américain, mais c'est la police du monde. C'est la police qui contrôle tous les laboratoires pharmaceutiques. Je travaille pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique et j'ai travaillé pour le grand dans mon carrière et toujours dans des postes stratégiques. Je ne veux pas citer pour ne pas faire de publicité, mais les grands qui décident à propos même de l'espérance de vie de nos populations, j'ai travaillé avec eux et je sais l'importance de l'FDA, d'un organisme régulateur. Donc cet organisme régulateur a les compétences et les outils de contrôler et de jouer le rôle d'un régulateur. Donc c'est pour cela que ça me tient à cœur aussi de voir ce type d'organisme. J'étais derrière la création de l'agence des médicaments et j'ai souhaité qu'elle joue le rôle d'un régulateur, mais malheureusement, on a les titres et on n'a pas les fonds. Donc je reviens à mon histoire de l'évolution de la médecine et de l'importance de la technologie. Donc vous savez que les médicaments biologiques qui ont commencé à apparaître dans les années 2000, on a cité l'évêque, un laboratoire de même taille que celui qui a mis l'évêque dans les Martiniques a mis le premier médicament biologique. C'était un anticorps monoclonal. Et c'était dans les années 2000. Malheureusement, on est en 2025 et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à faire, je parle de mon pays natal, on n'arrive pas à faire un biosimilaire à cet anticorps monoclonal. Et j'étais vraiment étonné que même en discutant avec des scientifiques de la fac des sciences, c'était impossible de parler même de défocalisation d'un anticorps monoclonal dans notre pays. Il y avait de l'identification, mais ce n'était pas possible. Malheureusement, je ne sais pas jusqu'à maintenant quand est-ce qu'on va réformer notre formation en Tunisie une fois pour toutes. Donc, ce n'était pas une approche de nouveau depuis les décodages des génomes et depuis les travaux de Boston écrits en 1950.
Donc, je suppose qu'il y a des informaticiens dans la salle. C'est lui qui a commencé à comprendre le code. Un informaticien qui connaît les codes, il pourra faire des programmes. C'était ça la base de la médecine biologique et la médecine ciblée et personnalisée. Si on connaît les codes, on sait faire des programmes. Et c'est exactement ça ce qui est passé. Par contre, vu que ces technologies, ils sont toujours entre les mains du même développeur, donc, et ces médicaments, ils sont devenus très importants. Et je vous ai dit, le passage de médecine empirique aux médecines stratifiées, c'était une évolution. Par contre, le passage de médecine stratifiée à la médecine ciblée, c'était une révolution. Et le passage à la médecine personnalisée, c'était encore une révolution. Donc, on commence à guérir des maladies qui étaient incurables. Par contre, ces médicaments, ils étaient très chers. Pourquoi? Car les procédures de fabrication biologique étaient très difficiles à faire. Vous savez, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Soudan dans les années 90, lorsque les États-Unis ont bombardé une usine de médicaments. Cette usine de médicaments, pour bioterrorisme, cette usine de médicaments avait un réacteur biologique. Donc, un réacteur biologique qui permettra de préparer les bactéries ou les eucaryotes qui vont fabriquer des médicaments biologiques. Depuis, malheureusement, il n'y a aucune possibilité dans des pays africains ou au Moyen-Orient. Aujourd'hui, même en Asie, on n'avait pas la possibilité. C'est récemment que la Chine a commencé à se mettre à faire des biosimilaires, mais malheureusement non reconnus à l'échelle mondiale comme médicaments pour aberration de process, car il y avait des parties non faites par nos amis chinois. Donc le coût de ces médicaments, malheureusement, il était très élevé. Et encore une fois, notre système de santé, il rentre dans un impasse et il est incapable de rembourser ces médicaments qui sont très efficaces, qui guérissent, mais leur coût, il était très élevé. Là, je vous donne à titre d'exemple les revenus de certaines molécules qui sont des médicaments biologiques au monde. Je vais citer, par exemple, je pense qu'il y avait un oncologue avec vous, l'herceptine, c'est la molécule la plus utilisée dans le cancer de sein et qui a fait qu'on n'a plus de mortalité, que la mortalité par le cancer de sein aujourd'hui, elle est minime. On a plus que 95% de guérison grâce à cette molécule, car la plupart des cancers de sein, c'est des cancers de sein HER2 positifs, et cette molécule biologique, elle cible cette mutation. Donc, le revenu que des 5 pays européens de cette molécule en 2018, il était 5,8 billions. Donc, c'est des coûts très élevés, mais c'est des projets stratégiques qui, malheureusement, dans notre pays, on n'a pas commencé à penser même à créer des biosimilaires dans l'attente de créer notre propre molécule biologique, notre propre molécule, mais qui va être pour le monde. Et je vais parler de besoin aussi de développer des modèles, non pas pour la Tunisie, ça sera impossible. Un modèle d'intelligence artificielle, c'est un outil, mais le volume est très important. Donc dire aujourd'hui qu'en Tunisie, on va faire des modèles d'intelligence artificielle pour être utilisés dans un système de santé, c'est pas possible. Le modèle doit être considéré comme un medical device, un dispositif médical, qui doit être soumis à une réglementation d'enregistrement à l'échelle internationale, EMA et FDA. Le modèle, pour être enregistré à l'échelle internationale, on doit faire des études, ce n'est pas des études cliniques, des études multicentriques, internationales aussi. Donc, il faut penser qu'on doit faire ça en Tunisie, mais on doit le faire pour le monde et avec le monde. Ça ne pourra pas être fait. C'est la même chose pour les médicaments. Donc, j'ai continué sur l'évolution de la médecine. Après cette étape de médecine de précision, il y avait les grands projets des génomes humains. Et malheureusement, nous, lorsqu'on voit quelque chose, on n'essaye pas de l'analyser et de le comprendre et de tirer profit de ce qui se passe. Il y avait des projets de séquençage des génomes humains qui s'est terminé en 2010. Et ces séquençages, ils ne se focalisent pas sur que la partie codante des génomes de l'humain, mais la partie non codante. Et pour la première fois, en 2010, on connaît toute l'ADN de l'humain, partie codante et partie non codante. Et du coup, il y avait une possibilité de traiter beaucoup mieux et de comprendre l'importance de cette partie non codante qui toujours, on l'a appelé ADN poubelle, dans l'apparition
des maladies. Personnellement, dans mes conférences, je l'appelle la justice divine, car cette partie non codante, elle s'avère interagir avec l'environnement et la personnalité de la personne, son hygiène de vie, pour décider si une maladie, même si on a une mutation dans la partie codante, elle apparaît ou elle sera inhibée, elle ne va jamais apparaître. Et l'idée a commencé avec, je vais vous raconter l'histoire, j'aime bien raconter les histoires, il y avait deux sœurs jumelles en Angleterre, qui, leur maman a été décédée avec un cancer de sein HR2 positif. Toutes les deux, ils ont hérité de leur maman cette mutation. Donc, on s'attendait que toutes les deux auront le cancer de sein. Par contre, une a développé le cancer de sein et l'autre non. Et lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi, on trouve que leur hygiène de vie, il était très différent. Et on a trouvé chez la patiente qui n'a pas développé le cancer de sein, elle était en train de créer des histones qui bloquent l'apparition de cancer, donc l'apparition de cette mutation qui existe chez elle, car elle a un tempérament beaucoup plus différent que sa sœur, une hygiène de vie beaucoup plus différente de sa sœur. Et depuis, personnellement, dans mes conférences, je l'appelle la justice divine, ça veut dire l'apparition d'une maladie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut hériter ou on peut l'avoir dans nos gènes, mais notre tempérament, notre hygiène de vie, on décide si on veut avoir la maladie ou pas. Donc, après cette séquençage des génomes humains, j'avais l'honneur de travailler sur un projet innovant pour le compte de Novartis. Et ce projet, c'était la première partie dans le monde, le premier médicament dans le monde qui est lié à la guérison. Tous les médicaments que vous connaissez dans les pharmacies, ils traitent, mais ils sont responsables d'une partie de la guérison. Par contre, c'est votre corps qui se répare tout seul. Donc, le seul médicament dans le monde qui est lié avec la guérison, c'est qu'on appelle les CAR-T, chimérique antigène récepteur lymphocyté. Je donne le nom commercial, Kymriah, la première molécule qui a été approuvée en septembre 2017. Et depuis, c'est quoi Kymriah? C'est on prend les lymphocytes des patients lui-même, donc c'est lui l'originateur des 100 principes actifs, on les booste génétiquement dans le laboratoire, ça veut dire on prend son lymphocyte, on va créer un lymphocyte beaucoup plus performante. Encore une fois, on utilise la technologie, la biotechnologie, donc la génie génétique et la biotechnologie, biologie moléculaire, avec l'intelligence artificielle, pour créer une lymphocyte beaucoup plus performante. On les met dans une formulation et on réinjecte au patient. Et là, c'était une vraie révolution. Donc, on n'a pas besoin d'industrie. Le travail pourra se faire. Il y avait une partie qui s'est faite dans le centre hospitalier. C'est pour cela qu'on a changé. Et c'est pour cela la notion d'hôpital, c'est une notion ancienne. Et elle doit disparaître. On doit créer des centres d'excellence ou des centres de référence pour les soins. Donc, l'hôpital doit participer. C'est la meilleure façon de participer ou de donner accès à l'innovation et de minimiser son coût. C'est-à-dire ces centres de référence doivent participer à une partie dans le développement. Et donc, la partie des CAFERES, donc la partie où on va prendre le principe actif des patients lui-même, elle s'est faite dans le centre de référence. Et je me rappelle très bien, et on n'a pas besoin de tout d'une usine pour fabriquer. Avant, c'était une usine fabrique pour une population. Maintenant, one bat, one patient, pour un seul patient. Donc, et du coup, on sait que je serais félicité par mes hiérarchies pour ça. Mais ils m'ont dit, on a créé un médicament, écoute, c'est cher, mais on a créé un médicament avec un problème logistique. Et j'ai capté à l'époque, ils m'ont dit, on est obligé à partir de notre know-how à l'hôpital et faire la Férèse. Bien sûr, après, ils ont trouvé la solution et on est au numéro. C'est Moaz, est-ce qu'on peut finir dans 2 minutes, s'il vous plaît? C'est dommage que dans cette technologie, dans cette technique qui est une technique plutôt, il n'y a pas de patente. Ça veut dire car les lymphocytes, il est différent d'un à l'autre, il n'y avait pas de patente. Donc, on peut facilement travailler sur un centre de référence, par exemple, en technique, bien sûr en utilisant la technologie biologie moléculaire et l'intelligence artificielle pour modeler les lymphocytes, et on pourra permettre de soi, on peut vraiment... C'est Karim.
Ok, je vais essayer d'aller vite. Donc voilà. Après cette période donc de médecine personnalisée, le monde a passé aujourd'hui à une médecine de précision. Et ce passage aux médecines de précision, c'était possible avec l'arrivée d'un outil très performant, l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, par exemple, en oncologie, je vais focaliser, donc M. Karim me demande de résumer rapidement. Donc, cette intelligence artificielle, elle permettra de choisir la meilleure option thérapeutique aux patients, mais aussi de développer pour les patients. Ça veut dire que le développement clinique, il n'est pas fabriqué pour une population, mais développé pour les patients lui-même sans médicaments. Et j'ai beaucoup de travaux dans ce sens-là et beaucoup de médicaments qui ont été approuvés. Pour aller vite aussi, la base des développements cliniques de demain, c'est la cloud et l'intelligence artificielle. Bien sûr, j'insiste sur le fait que ce cloud doit être fait selon les règles de l'art. Un cloud utilisé dans le domaine de santé doit être approuvé par les affaires réglementaires, et c'est pour cela que je suis en train de voir des aberrations et des erreurs graves. On pense qu'on pourra faire notre propre cloud en Tunisie et on ne pourra pas développer si on ne va pas vers le monde. Un study, par exemple, si elle n'était pas alignée avec des microbiologistes en Angleterre qui ont calculé l'incidence d'une mutation dans une partie d'un virus pour prédire les mutations qui peuvent arriver, donc elle était un outil entre les mains des microbiologistes, elle ne pourra jamais avoir des retombées sur le vaccin BioNTech. Donc il faut deux choses très importantes pour la médecine de précision. Le cloud qui va regrouper des données génomiques, mais des omics en général. Ces données des omics, ils étaient analysées par l'intelligence artificielle, car la taille des données ne permettra pas à l'humain tout seul d'analyser le nombre de données qui existent dans l'omics en général. Et après tout ça, tous ces clouds, donc c'est la partie qui va être utilisée par l'intelligence artificielle pour la vision, par exemple l'image, reconnaissance de l'image, pour prédire les réponses aux médicaments, pour prédire aussi la meilleure combinaison thérapeutique pour un patient. Donc je veux conclure, je vais terminer par ça, hein, donc malheureusement il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est bon M. Karim. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est utilisée pour résoudre les problèmes des coûts du développement des médicaments, car on ne développe plus comme à l'ancienne époque. Aujourd'hui, le développement des médicaments n'a pas besoin d'un bras comparateur, car l'intelligence artificielle ramène un bras comparateur extérieur, donc pour contrôler l'efficacité d'un médicament. Ces bras comparateurs extérieurs sont analysés par l'intelligence artificielle et sélectionnés des clouds qui ont eu l'approval préalable pour l'utilisation dans les essais cliniques. De la même façon, la prise en charge des malades aujourd'hui, elle se base sur, ça c'est la prise en charge de précision, elle se base de lier les données des vies réelles des patients avec les données des essais cliniques. Ils n'ont pas développé un médicament sur la base d'un essai clinique, donc sur des critères de sélection des patients inclus dans l'essai clinique, mais aussi sur les données réelles des patients eux-mêmes. Donc on développe pour les patients lui-même. Donc je cite là quelques modèles ou quelques sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle avec laquelle on travaille aujourd'hui, avec laquelle nous-mêmes on est propriétaire aujourd'hui. Et je vous montre que cet outil intelligence artificielle a été initié depuis les années 90 et c'est le moment pour nous aujourd'hui de commencer à rentrer dans ces domaines-là qui aura vraiment à retomber. Ça sera notre gilet de sauvetage pour pouvoir peut-être rentrer dans ce monde de développement clinique et qu'on ne reste plus un marché ou des consommateurs de produits santé. Je vais citer à titre d'exemple, par exemple, l'Inde qui a réussi à bâtir un système de santé moderne et qu'elle peut donner accès à l'innovation à 1 milliard d'habitants, 1 milliard de citoyens, justement par l'implication de leur ingénieur informatique qui a une place dans le système